Pour des questions aussi délicates que celles que je vais aborder, je ne pense pas qu'il y ait une approche, un angle, une quelconque vérité. Ça ne peut être que des pistes de réflexion, des possibilités d'analyse par rapport aux grands enjeux qui marquent la marche de notre monde, à savoir la question de la place de l'Afrique et de la vision que l'Afrique pourrait possiblement proposer pour un monde en mutation et en tension. Et des précautions ont été prises parce qu'il s'agit d'une question qui n'est pas fondamentalement de droit. Bien sûr qu'il y a des aspects qui sont juridiques, mais la question est plutôt d'ordre géopolitique, en rapport avec des problématiques liées à la marche du monde, les relations internationales, mais quand même, c'est une question qui dépasse le cadre strictement juridique, ce qui va limiter le risque d'absolutiser les instruments juridiques internationaux qui régissent la vie internationale. Je voudrais donc exprimer mes sincères remerciements aux autorités du CEPHOD, en commençant par son directeur général, de l'opportunité qui m'est donnée de partager mes réflexions autour de cette question qui s'inscrit un peu dans un processus en réalité, parce que, comme nous le savons tous, le monde est soumis à un rythme accéléré, soumis à des mutations diverses, mais aussi à des tensions, et l'institution que j'ai l'honneur de diriger a jugé utile de créer un cadre de réflexion pour proposer ces réflexions en rapport avec cette marche du monde. Nous avons lancé un cycle de conférences intitulé « Mémoire et marche du monde », dont la vocation est justement de fédérer des chercheurs pour réfléchir ensemble autour de ces questions-là. Je dirige une chaire UNESCO, dont un laboratoire de recherche agréé par l'UNESCO, et la vocation de ces laboratoires, c'est justement de produire de la réflexion, c'est de développer de la recherche, avec la particularité que nous sommes une institution inscrite dans le système international onusien, nous sommes dans la droite ligne de l'UNESCO, du mandat de l'UNESCO, et donc dans la droite ligne de la vision des Nations Unies, ce qui fait que nos réflexions, nos travaux doivent avoir une dimension actionnable, c'est-à-dire ce que nous produisons comme réflexion, ce que nous produisons comme recherche doit avoir du sens, doit être actionnable, en ce sens que ça doit contribuer, aider les acteurs de terrain, que ce soit les organisations internationales, que ce soit les États membres des Nations Unies, que ce soit les institutions nationales, les organisations de la société civile, qui font face au quotidien à des problématiques qui relèvent de nos mandats. Donc les questions de mémoire, du vivre ensemble, etc., que nous mettons pour ce qui concerne spécifiquement notre chaire, nous inscrivons cela dans les objectifs du développement durable, en particulier le secteur 16, intitulé « La paix, la justice et les institutions efficaces ». Quelle vision africaine pour un monde en tension et en mutation? Tel est donc l'objet de cette conférence. Depuis la fin de la guerre froide, ce qui est appelé ainsi, marqué symboliquement par l'effondrement du mur de Berlin et du bloc soviétique, le monde semble être soumis à un double mouvement quelque peu contradictoire. D'un côté, un mouvement continuel d'intégration à l'échelle mondiale, faisant du monde un véritable village planétaire, ce que nous vivons tous au quotidien, ne serait-ce qu'au travers de nos téléphones et autres moyens de communication dont nous disposons aujourd'hui, y compris au fin fond de nos villages. D'un autre côté, un mouvement tout aussi continuel, mais un mouvement de fragmentation, se traduisant par une récurrence des conflits, souvent à caractère identitaire. À titre d'illustration, sur les 27 États créés dans le monde depuis 1990, 25 l'ont été sur des bases ethniques, culturelles ou religieuses, ou les trois à la fois. C'est ce mouvement de fragmentation, avec souvent des conséquences importantes sur le plan mondial, qui a été théorisé, entre autres, par un certain Samuel Huntington, connu pour ses travaux portant sur le choc des civilisations. À cette situation que je viens de présenter en deux volets, vient s'ajouter une question majeure,
déterminante pour l'avenir et le devenir du monde, à savoir la question écologique, qui est marquée du sceau de l'urgence. On parle souvent de l'urgence écologique. Et ce n'est pas un slogan, c'est une réalité observable au quotidien dans de nombreuses sociétés à travers le monde. Tout ce qui précède montre clairement que le monde est aujourd'hui une communauté de risques, une communauté de destin, condamnée à penser un avenir nécessairement en commun. Il se pose alors incontestablement la question, la problématique de la gouvernance de ce monde en partage, de la vision et des mécanismes de gouvernance irrélatifs. Or, comme nous le savons tous, les idéologies jusque-là prédominantes dans la gestion des affaires du monde, toutes non africaines, faut-il le préciser, ont montré non seulement leurs limites intrinsèques, mais parfois, elles ont elles-mêmes fait l'expérience ou le constat de leur échec. C'est à l'aune de ce constat que doit se poser la question de savoir quelle doit être la place et le rôle de l'Afrique dans un tel monde en mutation profonde, mais aussi en tension récurrente. En effet, l'Afrique qui a toujours eu une part faible dans la gestion des affaires du monde, alors que c'est le continent le plus peuplé en États, avec 54 États membres des Nations Unies, l'Afrique doit-elle se contenter d'un service minimum par rapport aux affaires du monde, ou doit-elle au contraire s'affirmer fortement et assumer pleinement sa part de responsabilité dans la marche du monde? La question que l'on est en droit de se poser également est celle de savoir, mais pourquoi spécialement l'Afrique? Vous me permettrez de rappeler qu'il est scientifiquement démontré que l'Afrique est le berceau de l'humanité, en même temps qu'un continent d'avenir. Et la plupart de ceux qui disent de l'Afrique qu'elle est un continent d'avenir sont des non-africains, qui ont une foi très grande dans cette Afrique. L'avenir du monde, donc, si l'Afrique est un continent d'avenir, on parle bien de l'avenir du monde. Ce qui confère donc au continent africain, logiquement, une responsabilité bien particulière vis-à-vis du reste du monde. Si vous êtes à la fois le berceau de l'humanité, donc ayant une certaine antériorité par rapport au reste du monde, et qu'en même temps vous êtes pensé, considéré comme un continent d'avenir, forcément, cela vous confère une responsabilité bien singulière vis-à-vis du reste du monde. En effet, en tant que berceau de l'humanité et avenir de l'humanité, l'Afrique a-t-elle ou peut-elle proposer une vision pour le monde, ou plus précisément, pour le nouveau monde qui, irréversiblement, émerge sous nos yeux? Dans l'affirmative, quelle doit être une telle vision et surtout, comment doit-elle se décliner concrètement pour relever les nombreux défis majeurs auxquels doit savoir faire face ce monde aujourd'hui et dans le futur? Telle est donc l'ambition et la vocation de la conférence qui nous réunit, qui, disais-je tout à l'heure, s'inscrit un peu dans la vision que nous avons en lançant ce cycle de conférences Mémoire et Marche du Monde. Cette conférence, cette réflexion que je voudrais partager avec vous, se propose de suggérer une vision africaine pour un monde en partage, un monde soumis à des mutations profondes, disions-nous tout à l'heure, et malheureusement aussi à des tensions récurrentes. L'Afrique dont nous voulons parler, le président l'a dit tout à l'heure, doit être capable de proposer une vision pour le monde face aux défis actuels et futurs, mais cette Afrique doit être une Afrique décomplexée, libérée du poids ainsi que des traumatismes du passé, une Afrique libérée de ses émotions et porteuse d'une mission pour le monde. Les émotions sont déterminantes dans la marche du monde, nous allons y revenir tout à l'heure. Je voudrais, avec votre permission, rappeler 3 événements majeurs, toujours d'actualité, qui auront d'ores et déjà marqué la marche du monde au cours de ces 3 dernières années. Premier événement important, la crise sanitaire liée à la propagation de la pandémie du Covid-19 avec un impact planétaire sans précédent qui a mis à nu les fragilités de toutes les sociétés. Toutes les sociétés les plus riches comme les sociétés pauvres, selon les critères qui sont habituellement utilisés. Les sociétés développées
comme les sociétés en voie de développement, selon là encore les critères discutables qui sont généralement employés. Deuxième événement important, le meurtre inqualifiable de George Floyd, un Afro-Américain, meurtre survenu aux États-Unis le 25 mai 2020 en pleine crise de Covid, qui a suscité une indignation planétaire et des questions jusque-là occultées dans de nombreuses sociétés. C'était un fait divers, comme on le dit, mais ce fait divers avait une particularité de susciter un mouvement mondial. Cette indignation planétaire a permis de relancer un débat de fond axé sur la sempiternelle problématique du vivre ensemble, tant à l'échelle nationale que mondiale. De nombreux contentieux mémoriels, liés notamment aux violences du passé et à la question spécifique de la mémoire de l'esclavage et de la colonisation. Troisième événement important, la crise internationale actuelle liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette crise met en exergue les profondes divergences et les antagonismes ancestraux qui ont toujours traversé le monde. Si cette énième crise internationale n'est pas différente de celle que connaissent de nombreuses autres sociétés à travers le monde, avec généralement des conséquences tout aussi graves, parfois pires, cette crise aura néanmoins la particularité de montrer à la face du monde entier que la guerre froide était loin d'être terminée, qu'elle était en réalité simplement suspendue. On a cru pendant presque 30 ans que la guerre froide était terminée. Cette crise semble nous rappeler que ce n'était qu'une trêve, ce n'était qu'un cessez-le-feu, et que la guerre froide est toujours d'actualité. Il est presque superfétatoire de dire que ces trois événements, qui ne cessent d'interroger, marqueront longtemps encore les sociétés, notamment en raison de l'importance des défis, non pas qu'elles ont suscités, mais qu'elles ont révélés, parce que ces défis, ces problématiques étaient sous-jacentes. Et ces crises n'ont fait que les révéler. Ces événements annoncent aussi une nouvelle ère et des bouleversements auxquels il faudra faire face avec une intelligence collective et des réflexions plus inclusives. Pour essayer de répondre à la question de savoir quelle vision africaine pour un monde en tension et en mutation au pluriel, nous voulons situer notre propos à un double niveau d'analyse. Premier niveau, d'abord un état des lieux, l'état du monde, basé sur un certain nombre de constatations et d'analyses des spécialistes. Deuxièmement, quel est le principe? Si nous voulons parler d'une vision africaine pour le monde, quel est le principe? Quel est le contenu et l'opérationnalité, parce qu'il est question d'action concrète? Quelle est donc l'opérationnalité de ce que nous pouvons considérer comme étant la vision africaine du monde et que l'Afrique se doit de proposer au monde pour faire face aux défis nombreux, actuels et futurs de ce monde en tension et en mutation? Bien évidemment, puisque nous parlons d'action concrète, nous tâcherons de terminer notre propos par quelques hypothèses conclusives tenant lieu de méthodes et de stratégies concrètes d'action. Je voudrais, avec votre permission, mesdames et messieurs, nous introduire dans la première partie de notre propos. Nous partons d'un constat qui se présente sous 4 aspects majeurs de constatation. Première constatation, nous avons dit tout à l'heure que le monde assiste à la fin d'un cycle et la plupart des analystes semblent s'accorder à ce sujet. Nous ne faisons pas une déclaration ou une constatation nouvelle. Tous les spécialistes disent que l'Occident, qui domine le monde depuis plus de 5 siècles, serait désormais sur une pente descendante et que, assez logiquement, il essaie, en toute légitimité, de défendre ses intérêts et de retarder autant que possible cette échéance qui semble être irréversible. Et cela se matérialise par un certain nombre d'observations. D'abord sur le plan de la réflexion fondamentale, au travers des œuvres majeures comme celle de Samuel Huntington, une œuvre vraiment majeure. Qu'on soit d'accord ou pas avec Samuel Huntington fait partie des grands penseurs de notre temps, le choc des civilisations. Deuxièmement, une œuvre beaucoup moins connue
Dominique Moïse, La géopolitique des émotions. Et encore Samuel Huntington, Who are we? Qui sommes-nous? En lisant attentivement ces auteurs, parmi tant d'autres, on se rend bien compte que le constat du déclin de l'Occident ne relève pas d'un fantasme. Mais sur le plan encore plus pratique, on observe une certaine montée des extrêmes, notamment en Occident, sous forme d'un ethno-nationalisme au discours quasi apocalyptique. On parle par exemple du grand remplacement, la mort de la nation, l'effacement de l'identité nationale, etc., qui sont des discours pessimistes dictés par une certaine peur de l'avenir. Le débat entre Francis Fukuyama et Samuel Huntington, deux compatriotes, deux Américains, ne doit pas faire perdre de vue l'essentiel de la question. En effet, d'un point de vue téléologique, c'est-à-dire du point de vue de la finalité de l'œuvre des œuvres respectives de ces deux auteurs, il y a une nette convergence de vues entre les deux penseurs et la différence ne réside simplement que dans la méthode et dans le type de réponse à apporter. Francis Fukuyama souhaite une conversion du monde à la vision occidentale du monde, ce qui permettrait à l'Occident de garder son leadership mondial. La vision de Fukuyama, elle est simple. Mais son compatriote Huntington apporte une antithèse à la thèse de Francis Fukuyama en considérant, quant à lui, que face aux périls qui environnent l'Occident, cet Occident se doit de s'unir derrière les États-Unis pour assurer au mieux sa domination, prolonger sa domination, qui dure depuis 5 siècles, avons-nous évoqué tout à l'heure, et au pire, sa survie pour ne pas être dominé à son tour. Ce sont les deux visions qui font débat depuis la fin de la guerre froide. Je puis me permettre de dire que je n'ai pas, à ma connaissance, mais dans mon horizon limité, je n'ai pas connaissance d'une troisième voie ayant déconstruit les deux hypothèses. On est dans deux, en fait, qui sont en réalité une hypothèse. Et en face se trouve le camp de ceux qui s'apprêtent à prendre leur revanche, mettons les guillemets, c'est-à-dire à déloger l'Occident et à prendre sa place en vue d'imposer leur propre vision du monde. Mais quelle est la vision de ces possibles futurs maîtres du monde qui veulent prendre la place du calife? À ma connaissance, là encore, ni la Chine, ni aucun dragon du sud-est asiatique qui sont pensés possiblement comme les successeurs de l'Occident dans la domination du monde, ne nous déclinent concrètement leur vision du monde et le modèle de gouvernance irrélatif. En parlant de vision, il ne s'agit pas seulement de performances économiques. Le modèle pour le monde ne doit pas être seulement lié ou limité à des performances économiques. Il doit s'agir d'une vision plus holistique, prenant en compte bien sûr les questions économiques, mais aussi des questions beaucoup plus étendues et entrées à la gouvernance globale du monde. Quelle est la vision de ceux qui se présentent comme les adversaires acharnés et des possibles successeurs de cet Occident qui domine le monde depuis bientôt 5 siècles? En l'état actuel des choses, beaucoup s'accordent à dire que l'Afrique n'a pas de rôle particulier à jouer dans ce monde qui arrive, dans ce nouveau monde qui arrive à grands pas. Par exemple, pour Samuel Huntington comme pour Dominique Moïse, que j'ai cité tout à l'heure, dans leurs ouvrages respectifs, l'Afrique n'existe pas en tant que telle comme modèle civilisationnel. Ce qui est encore plus grave, c'est que les Africains eux-mêmes semblent parfois être convaincus que l'Afrique n'a pas de rôle particulier à jouer dans ce monde à venir et qui arrive pourtant à grands pas et pour preuve. On observe en Afrique une certaine volonté constante de rallier le camp des nouveaux vainqueurs. Les Chinois peut-être, les Indiens et je ne sais qui encore. Qu'il nous soit permis de rappeler qu'en dépit de leurs capacités limitées, c'est avec détermination et après une farouche résistance, pas seulement résistance armée à la colonisation, mais résistance culturelle, résistance politique, résistance de vision,
Je n'ai pas le temps de nous parler des grands résistants africains qui n'étaient pas opposés seulement à la domination, parce qu'ils avaient leur propre vision du monde, de l'humanité. Mais c'est seulement après cette résistance multiforme que cette Afrique va être vaincue et soumise à la colonisation. Et c'est quand même affligeant de se rendre compte aujourd'hui que ce sont les Africains eux-mêmes qui parfois appellent de leur vœu les nouveaux colonisateurs. Et se dire que les Africains ne croient plus en l'Afrique ainsi qu'à son devenir et à son avenir, et se dire que les Africains ne croient plus à leur capacité à être les acteurs à part entière de ce nouveau monde qui émerge. Deuxième constatation, les idéologies dominantes, je disais tout à l'heure, qui ont prévalu depuis bien longtemps, ont non seulement montré leurs limites, mais je disais qu'elles ont elles-mêmes parfois fait le constat de leur échec, de leur faillite. Faillite du système communiste, par exemple, toujours en débat, une idéologie qui a réussi à séduire un peu plus de 3/3 de la communauté, en fait, du monde. Qu'est-ce que j'ai dit? 2/3, pardon. 2/3. 2/3 de l'humanité a été séduit par cette idéologie. Mais aussi la limite, le constat des limites du système libéral, néolibéral, comme vous l'entendez, avec les conséquences que nous savons tous. À titre d'illustration, 12 à 15% de la population mondiale détient un peu plus de 85% des richesses du monde. Et dans la veine des conséquences de ce système qui domine aujourd'hui, c'est-à-dire le système basé sur le profit, les conséquences se traduisent sous forme de violences directes ou indirectes, de précarisation, de destruction de l'environnement, de conflits sans nom. Depuis un peu plus de 3 décennies, nous assistons à une véritable mutation avec des conséquences parfois désastreuses. Et plus anciennement, le colonialisme, l'esclavage et toutes les idéologies de profit, de domination sont comptables de ce système qui, lui, encore domine le monde aujourd'hui. Troisième constatation. En prenant appui notamment sur les travaux de Dominique Moïsi que nous avons cités tout à l'heure, la géopolitique des émotions, l'on peut dire que l'état actuel du monde et la géopolitique mondiale sont marqués par 3 principaux types d'émotions. Dominique Moïsi a fait tout un travail sur l'impact des émotions sur la marche du monde. Premier type d'émotion, c'est la peur. La peur qui habite certaines sociétés, notamment les sociétés occidentales, se traduisant parfois par une sorte de crise identitaire. Entre autres, la fameuse théorie du grand remplacement, la disparition de l'identité. Samuel Huntington a écrit un deuxième ouvrage qui n'est pas souvent cité, Who are we? Qui sommes-nous? Ce deuxième ouvrage de Samuel Huntington décline davantage la vision de Samuel Huntington du monde, et qui est une vision pessimiste, une vision basée sur la peur de l'autre, la peur de voir son identité être effacée, l'identité de l'Occident être effacée par d'autres identités, le péril jaune, le péril vert, et la liste n'est pas exhaustive. Deuxième type d'émotion, la honte et les frustrations, se traduisant souvent par des violences aveugles, avec des conflits parfois sans nom. C'est le cas des sociétés anciennement colonisées ou dominées et qui ont le sentiment qu'elles ne sont toujours pas maîtres de leur destin. Troisième type d'émotion, c'est la fierté et l'assurance des futurs nouveaux maîtres du monde. C'est le cas en particulier de la Chine en tête et des fameux dragons d'Asie. Une certaine assurance vis-à-vis de l'avenir. C'est-à-dire, remplaçons les points par les mots convenables. L'Asie et la Chine en tête ont aujourd'hui le sentiment que les Occidentaux avaient au XVIe, XVIIe et surtout au XVIIIe, XIXe siècle. Ils n'ont peur de rien, ils sont sûrs de leur force. Ce monde est traversé par des émotions qui sont ou qui vont être déterminantes pour son avenir, pour le court, le moyen et le long terme. Alors, de ce qui précède, nous voulons mettre l'accent sur quelques autres constatations interrogatives. Quelle doit être la place, mais surtout le rôle de l'Afrique dans ce monde en pleine mutation? L'Afrique doit-elle continuer d'être
l'éternelle victime des systèmes pensés ailleurs et qui lui sont généralement imposés, ou qu'elle reproduit parfois volontairement et parfois presque servilement? L'Afrique doit-elle ou est-elle condamnée à choisir l'un ou l'autre camp qui s'affrontent pour mieux dominer le monde, alors même que les idéologies de ces camps rivaux ont toutes montré leurs limites, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, voire leur faillite? L'Afrique est-elle ou doit-elle continuer d'être un spectateur? Parfois, ça se traduit par des mots qu'on ne peut pas soupçonner. La neutralité, le non-alignement, une sorte d'isolationnisme qui serait, à notre sens, une erreur stratégique. Vous ne pouvez pas être le berceau de l'humanité, l'avenir du monde, et ne pas avoir un rôle singulier à jouer dans un monde en bouleversement. Personne aujourd'hui n'est Robinson Crusoe sur son île. L'isolationnisme est une illusion. Personne n'est Robinson Crusoe sur son île. Même le continent américain qui a fait de l'isolationnisme une idéologie a fini par se rendre compte que nous sommes tous embarqués. Nous ne sommes qu'un petit village. Et donc, l'isolationnisme est une illusion. En général, quand on parle de l'Afrique et de son devenir, il y a plusieurs tendances ou courants de pensée qu'on peut résumer rapidement et de façon simplifiée. Les afro-pessimistes, je n'ai pas de commentaire à faire. Les afro-optimistes, je n'ai pas de commentaire à faire à ce sujet non plus. Et les afro-réalistes, qui seraient une sorte de troisième voie. Alors, comme nous ne nous identifions à aucune de ces trois tendances, ces trois catégories, nous en proposons une quatrième, à savoir une sorte d'afrodynamisme. Autrement, ce que nous venons de dire tout à l'heure, une Afrique décomplexée, une Afrique porteuse d'un dynamisme et d'une mission pour le monde. Et nous le disons sans orgueil, l'Afrique peut porter une mission pour le monde, et c'est le moment. Une Afrique porteuse d'un humanisme intégral, un humanisme inclusif, un humanisme bienveillant, à la différence des humanismes de domination, pour porter l'idée que les mutations en cours, ce monde en mutation, offre, à notre avis, à l'Afrique une occasion et une opportunité unique pour reprendre, je pèse mes mots, l'Afrique doit reprendre la direction du monde. Alors vous allez me dire quand est-ce qu'elle a dirigé le monde? Et vous auriez raison, sauf que ça sera discutable. L'on objectera que pour prendre la direction du monde, et selon les paradigmes géopolitiques en vigueur, il y a un certain nombre de critères. Premier critère, dominer le monde, en tout cas diriger le monde, suppose disposer d'une puissance militaire. L'Afrique n'est pas une puissance militaire. Prendre la direction du monde suppose que vous disposiez d'une puissance économique. L'Afrique pèse à peine 3% dans les échanges commerciaux mondiaux. Donc ce n'est pas une grosse locomotive. Une puissance industrielle ou technologique. Alors, je suis désolé, l'Afrique n'est ni une puissance industrielle, ni une puissance technologique. Une puissance peut-être démographique, selon les critères du hard power. Et alors, contrairement à une certaine idée reçue, l'Afrique n'est pas un continent surpeuplé. L'Afrique pèse aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants, c'est-à-dire une population inférieure à la population de la Chine, pour un continent qui est de 30 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire un territoire presque 4 fois plus grand que celui de la Chine. Et non seulement ça, l'Afrique représente 60% des terres cultivables dans le monde. C'est-à-dire que le continent africain a la capacité non seulement de nourrir toute l'Afrique, mais de nourrir la planète. D'où nous vient cette idée que l'Afrique est un continent pauvre ou que l'Afrique est un continent surpeuplé? Sur quelle base? Objectivement parlant. Et alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les Africains fassent 15, 20, 30 enfants, mais l'idée que l'Afrique est un continent surpeuplé est une idée reçue. Les données sont tangibles, vous pouvez faire les comparaisons que vous voulez. Et alors la question, c'est de savoir, l'Afrique ne dispose pas de ce hard power. Et alors, deuxième hypothèse, est-ce que l'Afrique a par exemple ce qu'on appelle le soft power qui lui permettrait de
en quelque sorte, d'influencer la marche du monde, c'est-à-dire sans contraintes militaires, démographiques, économiques, etc. Alors là encore, j'ai quelques réserves. Je ne sais pas quels sont les éléments qui nous permettent de dire que l'Afrique dispose d'un véritable soft power qui est à sa portée, comme le hard power est à sa portée. Et alors la question que vous êtes en droit de vous poser, de me poser, est celle de savoir par quels moyens l'Afrique pourrait-elle non seulement avoir un rôle à jouer dans un monde où la compétition se fait essentiellement entre les États-Unis, l'Europe, la Russie et les fameux dragons asiatiques avec à leur tête la Chine et l'Inde. Qu'est-ce qui permet à l'Afrique de vouloir jouer dans la cour des grands? En un mot, c'est ça. D'abord, nous disons que l'Afrique doit prendre la direction du monde. Je mets les guillemets. Nous ne disons pas que l'Afrique doit dominer le monde, comme d'autres l'ont fait ou cherchent à le faire. Prendre la direction du monde, c'est-à-dire développer un leadership qui soit basé sur un humanisme intégral, un humanisme inclusif et un humanisme bienveillant. Ça n'a rien à voir avec les stratégies de domination en cours. Nous avons donc la conviction, et nous la maintenons, que les mutations en cours offrent à l'Afrique une occasion unique pour prendre la direction du monde. Et ce leadership de l'Afrique, pouvant lui permettre de jouer pleinement et de façon incontournable son rôle dans le monde, dans la cour des grands, doit consister en ce leadership humaniste. Un humanisme, nous avons dit, intégral, inclusif et bienveillant. Et alors, concrètement, parce que nous parlons d'action, nous ne sommes pas dans le monde des idées, nous parlons d'action. Concrètement, en quoi doit consister ce leadership humaniste africain, intégral et bienveillant? Cette vision africaine pour le monde que nous suggérons peut être pensée, peut être résumée simplement en un seul principe. Un, bien répandu sur l'ensemble du continent africain et qui a non seulement une assise sur l'ensemble du continent africain, mais qui a largement fait ses preuves. Ce principe, nous le connaissons tous. C'est le principe Ubuntu. Et je me propose de nous le décliner. Le principe Ubuntu, nous voulons dire par là que l'Afrique, qui est considérée comme le berceau de l'humanité, a des ressources, ainsi que la légitimité pour proposer un nouveau pacte social mondial. Et cela peut se vérifier possiblement à deux niveaux. Premièrement, d'un point de vue fondamental, au vu des ressources philosophiques et humanistes dont l'Afrique dispose. Je ne vous apprends rien si je vous dis que de nombreux chercheurs à travers le monde viennent en Afrique du Sud chaque année pour faire des études basées sur le principe Ubuntu. Mais je me dis, mais comment ce principe Ubuntu, qui veut dire humanité tout simplement, ou faire humanité, pourquoi cela suscite-t-il tant d'intérêt à travers le monde? Des chercheurs du monde entier sont mobilisés pour comprendre la profondeur de ce système qui a fait son expérience. C'est justement le deuxième volet qui a fait ses preuves dans une Afrique du Sud marquée par l'apartheid, presque un demi-siècle de domination d'une communauté raciale sur le reste. Une société où a pesé plus de 3-4 siècles de domination raciale. L'Ubuntu a permis à l'Afrique du Sud de s'en sortir là où tout le monde croyait que ce pays allait plonger dans un désordre interminable. Personne ne croyait que l'Afrique du Sud allait proposer une autre approche qui servirait aujourd'hui de référence pour le monde. L'Afrique du Sud l'a fait sans une intervention extérieure. Pas un seul casque bleu n'a été envoyé en Afrique du Sud. Pas un seul médiateur international n'a été envoyé en Afrique du Sud. Aucune conférence internationale sur l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains ont montré à la face du monde entier qu'ils étaient un peuple adulte, capable de trouver des solutions authentiquement sud-africaines aux problèmes de l'Afrique du Sud, par-delà leurs différences, par-delà le poids de l'histoire. Nous pouvons objectivement dire que l'Afrique est l'un des témoins des systèmes qui ont dominé le monde et dont elle a été souvent victime. De ce qui précède, l'Afrique a une grande responsabilité vis-à-vis du monde, nous l'avons dit. Très concrètement donc, le leadership humaniste que nous voulons ou que nous invitons l'Afrique à développer et à assumer sans complexe
Ce leadership humaniste basé sur l'Ubuntu doit se décliner concrètement en 3 modalités. Humanité, solidarité, écologie. Or, l'humanité, la solidarité et l'écologie sont les principales composantes qui ressortent, et c'est ce que nous nous apprêtons à décliner, qui ressortent, et très clairement, du principe Ubuntu. Quand on parle du principe Ubuntu, bien sûr, ça veut dire mon humanité est liée à celle des autres. Mais au-delà de ce résumé parfaitement présenté par Desmond Tutu, ce système a une approche, ou en tout cas dans sa déclinaison pratique, est beaucoup plus étendue que cela. L'argument n'est pas simplement théorique, puisque nous avons dit que le principe Ubuntu a fait ses preuves, pas seulement en Afrique, mais sur le reste du continent africain. Jusque-là, je n'ai fait que la constatation. Il était important pour moi de nous introduire dans ces constatations, parce que vous ne pouvez pas proposer un nouveau pacte social si ce qui existe marche. Ce n'est pas moi qui le dis. Ceux qui, depuis 5 siècles, ont proposé ce pacte social à l'échelle du monde au nom d'une certaine universalité, disent aujourd'hui qu'il nous faut repenser le monde. Ils disent qu'il nous faut repenser le monde. Mais on ne peut pas repenser le monde avec des vieilles recettes. Repenser le monde suppose une vision qui soit beaucoup plus englobante. Et cette vision que nous pensons avoir trouvée dans le principe Ubuntu peut se décliner sous les 3 modalités que nous avons évoquées tout à l'heure. Alors vous me permettrez de citer Nelson Mandela. Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision n'est que du temps perdu. Une vision suivie d'action peut changer le monde. Je tâcherai d'aller rapidement, je sais que ça ne sera pas facile. Pour jeter les bases d'une société nouvelle, démocratique, égalitaire et sécurisante pour tous, après des décennies d'apartheid, Nelson Mandela et Desmond Tutu ont eu la clairvoyance de recourir au fameux principe humaniste d'Ubuntu tiré de la tradition ancestrale africaine pour restaurer la dignité et l'humanité de tous les Sud-Africains, blancs et noirs, victimes comme bourreaux. Dans son fameux ouvrage que beaucoup d'entre nous ont lu, « Il n'y a pas d'avenir sans pardon ». Et alors, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, quand on fait le droit international, quand on fait la gestion des crises, etc., il faut s'arranger à lire cet ouvrage, 200 et quelques pages. Et si on n'a pas le temps de lire les 200 et quelques pages, il faut lire les 35 premières pages, au moins 35 premières pages, environ 2 heures, si on lit doucement. Desmond Tutu rappelle qu'entre les solutions punitives et les lois d'amnistie générale, qualifiées d'ailleurs d'amnésie, l'option restauratrice était la plus adéquate car elle allie à la fois l'exigence de justice, de responsabilité, de stabilité, de paix et de réconciliation. En effet, le principe Ubuntu exprime le fait de se montrer humain envers autrui. Je le cite, « Mon humanité est inextricablement liée à la vôtre et nous appartenons au même faisceau de vie. » Desmond Tutu précise, je le cite encore, « Un être humain n'existe qu'en fonction des autres êtres humains, ce qui est assez différent de la vision cartésienne selon laquelle je pense, donc je suis. » Fondamentalement, cela signifie plutôt, et je le cite, « Je suis humain parce que je fais partie, je participe, je partage. » Car la relation aux autres est ce qui permet à chacun de nous de faire l'expérience et l'apprentissage de son humanité. À la fin de l'apartheid, il n'était pas question de vainqueur ou de vaincu, mais de dignité et de valeur de la personne humaine par la réhabilitation de l'humanité de tous. Comment faire humanité ensemble? C'est la question que suggère le principe Ubuntu. Comment faire humanité ensemble? Comment restaurer le principe même du vivre ensemble après des expériences aussi dramatiques que celles que l'Afrique du Sud a connues, ou que le Rwanda a connues, ou que l'ex-Yougoslavie a connues? Voilà le défi des sociétés modernes. Comment faire humanité ensemble? Le principe Ubuntu est une invitation à faire humanité ensemble. Or, pour un penseur africain comme Suleiman Bachir Dieng, faire humanité ensemble, c'est réaliser grâce aux autres l'humain que j'ai à devenir. Les philosophes font la différence entre l'être et le devoir-être, ce qui est encore à être. L'humain que j'ai à devenir et en même temps créer avec les autres l'humanité une.
Le principe Ubuntu que l'on peut décliner sous différentes modalités pratiques peut-il offrir les possibilités pour relever les nombreux défis du monde contemporain, y compris les conséquences des crises multidimensionnelles que j'ai citées tout à l'heure? 3 approches. Premièrement donc, faire Ubuntu, c'est-à-dire comment œuvrer pour la préservation de notre commune humanité. Je suis tenté fortement, malgré le peu de temps qui me reste, je suis tenté de vous livrer cette citation d'Aimé Césaire, que nous connaissons tous. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux aux problèmes les plus cruciaux, à ces problèmes les plus cruciaux, est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Faire humanité ensemble revient à reconnaître une fois pour toutes que nous appartenons tous au même faisceau de vie et que le devenir du monde dépend de la capacité de nos sociétés à préserver notre commune humanité en garantissant à chacun la sécurité de sa personne ainsi que sa dignité irréductible. En réalité, l'idée de faire humanité ensemble n'est pas elle-même une création sud-africaine, car elle a été évoquée et développée dans différentes autres traditions à différentes époques de l'évolution de l'humanité. Qu'il s'agisse de la sympathie universelle chez les stoïciens ou encore de la fraternité universelle développée par toutes les religions, notamment les religions du monothéisme. L'idée que l'humanité est une et indivisible n'est pas nouvelle. Elle est une dans son essence même, mais elle est diverse dans ses expressions culturelles, religieuses, linguistiques, etc. Tel est aussi le sens de la Charte des Nations Unies par laquelle les peuples des Nations Unies, dès leur création, ont proclamé leur foi, je cite, dans la dignité et la valeur de la personne humaine partout dans le monde et se sont engagés à favoriser le progrès social et instaurer les meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Au moment où l'humanité fait face à des crises de toutes sortes qui sont toutes porteuses de risques pour la dignité humaine, nous devrions relire cette charte de l'Organisation mondiale et mieux saisir la portée des engagements des Founding Fathers onusiens. Et c'est cette même vision qui va se décliner notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui aujourd'hui encore tient lieu de charte éthique mondiale. Je me permettrai de vous citer René Cassin pour l'illustrer. René Cassin considère que cette déclaration n'est pas seulement une protection nécessaire de la conscience humaine en riposte, une protestation nécessaire de la conscience humaine en riposte aux atrocités inouïes de la Seconde Guerre mondiale. Elle est également l'expression des aspirations permanentes de l'ensemble de l'humanité, je le cite, celle sans doute des êtres déjà parvenus à un certain niveau de vie, de culture et d'exigence, mais aussi celle de centaines de millions d'êtres humains encore accablés par l'oppression, la misère, l'ignorance, et commençant à prendre conscience des conditions nécessaires à leur dignité collective. Desmond Tutu dit, dans son ouvrage « Il n'y a pas d'avenir sans pardon », et cela peut être mis en lien avec ce qui ressort de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Parfaitement en phase avec le principe Ubuntu. Desmond Tutu dit que ceux qui nous ont déshumanisés se sont déshumanisés eux-mêmes parce que nous appartenons au même faisceau de vie. C'est ça le principe Ubuntu. Et c'est ça qui va justifier dans la philosophie de l'Ubuntu le principe du pardon. Ce qui est encore fondamental dans cette approche de la dignité, c'est qu'elle ne renvoie pas seulement à l'intégrité physique de la personne, mais le principe Ubuntu renvoie aussi à la mémoire partagée. Nous ne pouvons pas parler de notre commune humanité sans un effort de clarification, par exemple, quant à notre histoire commune, à l'échelle du monde, à l'échelle des nations. Une histoire qui est faite parfois de souffrance, une histoire qui est faite parfois de douleur, d'atteinte grave à la dignité de certaines personnes, des communautés ou des peuples. C'est pourquoi en Afrique du Sud, on est obligé de passer par la Commission Vérité et Réconciliation. Et c'est ce modèle qui a été proposé par les Nations Unies en 2021. La fameuse conférence de Durban devait être une sorte de Commission Vérité et Réconciliation à l'échelle du monde pour permettre à l'humanité sortie de la guerre froide
de choisir une voie qui doit être celle d'un humanisme intégral. Malheureusement, cette conférence a échoué, la conférence de Durban, pour des raisons diverses et variées. Cette conférence n'a pas réussi, on a fait des efforts, mais cela n'a pas réussi. Et je voudrais quand même que nous retenions deux choses par rapport à cette question de la déité. L'humanité ne peut pas, le monde ne peut pas se projeter vers un avenir en commun si nous n'avons pas la capacité, la volonté et le courage de faire la lumière sur ce passé qui continue, dit Desmond Tutu, de nous hanter et dont les conséquences sont encore visibles dans nos sociétés, des inégalités structurelles à l'échelle du monde. J'ai parlé tout à l'heure des conséquences sociales de la mondialisation, des préjugés, voire le racisme et l'antisémitisme, qui sont les conséquences logiques d'une philosophie ancestrale basée sur la domination. D'où vient l'idée, aujourd'hui, dans certaines sociétés, certaines personnes issues de certaines communautés sont convaincues qu'elles ne sont pas égales aux autres. D'où leur vient cette idée? D'où vient l'idée que des personnes issues de certaines autres communautés ne peuvent être compétentes que dans tel domaine précis? Dans les sociétés du Nord, ces questions se posent parce que les descendants de ces esclaves portent encore le poids de ce passé. Et ce poids est rédhibitoire. Et ce poids a des conséquences sociales observables. J'ai parlé tout à l'heure de l'affaire George Floyd. L'affaire George Floyd a fait remonter à la surface une complexité qui pèse environ 5 siècles. C'est pratiquement tout le temps qu'il y a des affaires comme George Floyd aux États-Unis. Pourquoi cette fois-ci ça a eu des conséquences aussi graves dans le monde entier? Je voudrais donc, puisque je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, faire deuxième volet, faire humanité ou faire Ubuntu ou comment œuvrer pour une solidarité humaine agissante. Faire humanité ensemble donc revient à se rendre à l'évidence, nous l'avons dit tout à l'heure, que nous sommes une communauté de destin, que nous sommes une communauté de risques, que nous sommes une communauté appelée à une solidarité à l'échelle du monde, une solidarité véritable, agissante et pérenne. Là encore, il n'y a pas de démonstration à faire. La fameuse crise de la Covid-19 nous a montré clairement que personne n'est autosuffisant dans ce monde. Aucun État. Même pas les États-Unis, même pas la Chine. Aucun État n'est autosuffisant. Ce constat devait nous inviter à traduire dans les faits ce que les Nations Unies ont pensé dès 1945. N'oublions pas que la vocation des Nations Unies, c'est non seulement la paix et la sécurité dans le monde, mais la solidarité à l'échelle mondiale. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, va déclarer à l'occasion de la journée internationale Nelson Mandela, je le cite, « La pandémie de la Covid-19 a montré l'importance vitale de la solidarité et de l'unité humaine, valeur défendue et illustrée par Nelson Mandela dans un combat de toute une vie. Le chef des Nations Unies a également précisé à cette même occasion que personne n'est en sécurité tant que les autres ne le sont pas. » Ce que Antonio Guterres a dit à l'occasion de la journée internationale Nelson Mandela a été dit de façon plus formelle en 1950 dans le cadre de la fameuse résolution 377-5 intitulée « Union pour la paix ». Je vous cite juste un extrait de cette résolution. Union pour la paix. Une paix réelle, juste et durable ne dépend pas seulement ne signifie pas seulement l'absence de la guerre, dit la résolution. Une paix juste et durable dépend particulièrement du respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, ainsi que la création et le maintien des conditions favorables au bien-être économique et social dans tous les pays du monde. Conséquemment, les Nations Unies invitent, l'Assemblée générale des Nations Unies invite les États membres à intensifier leurs efforts individuels et collectifs en vue d'assurer des conditions de stabilité économique et de progrès social, en particulier par la mise en valeur des pays ou régions insuffisamment développées. Je cite encore ce qui se décline concrètement de la charte, aussi au titre des dispositions de l'article 1er. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel et humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue
ou de religion. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. On pourrait continuer beaucoup plus loin, mais je voudrais terminer ce volet et, malheureusement, passer au dernier volet pour conclure. Faire humanité ensemble, Ubuntu, ou comment œuvrer pour la préservation de notre terre. Nous ne pouvons pas développer tout ce que nous sommes en train de dire. Respect de la dignité humaine, stratégie de la gouvernance mondiale, le vivre ensemble, etc. Tout cela n'est possible que dans un cadre donné. Et le principe Ubuntu, c'est aussi le rapport de l'homme à son environnement immédiat. Ce n'est pas seulement le rapport de l'homme à son histoire, à ses semblables, mais c'est aussi le rapport de l'homme à son environnement. Je cite Souleymane Bachir Dieng. D'être ainsi dépositaire de ce qui fait de moi un lieutenant, ce qui tient lieu de Dieu, lieutenant de Dieu sur terre, me fait comprendre que faire humanité ensemble est le contraire de la prédation, de la domination donc. Cela me donne le devoir de veiller sur la vie en général, de penser que si les animaux, par exemple, en particulier, ne formulent pas eux-mêmes des droits et exigent d'être reconnus comme déclarés, ceux-ci n'en sont pas moins réels pour moi du fait que mon humanité m'oblige vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de mon cadre de vie. Nous n'aurons pas le temps d'aller dans les détails. Je voudrais tout simplement dire que le fameux accord de Paris du 12 décembre 2015 va dans le sens de cette vision. Et sur ce point également, en parlant des questions écologiques, faire face aux défis écologiques devient une voie souhaitable pour toutes les sociétés, et notamment les sociétés africaines. Et dans ce domaine également, personne n'est autosuffisant et personne ne peut prétendre détenir à lui seul la solution. Aucune société ne peut prétendre avoir une solution aux problèmes que pose l'urgence écologique. Comme aucune société ne pouvait prétendre détenir une solution magique aux problèmes posés par la Covid-19. Il s'agit plutôt, pour reprendre Senghor, d'inciter à une sorte de rendez-vous du donner et du recevoir, de susciter une sorte de, en fait, cette intelligence collective à la Bourse internationale des valeurs, pour parler encore comme Césaire. Quand on parle de l'urgence écologique et quand on parle de la planète Terre comme notre patrimoine commun, vous me permettrez de dire que le terme patrimoine vient étymologiquement de père, et donc ce qui appartient au père, et donc appartient en partage à ses enfants. Patrimoine veut dire ce qui appartient au père et donc appartient en partage à ses enfants. Aucun enfant du père ne doit être exclu de l'héritage du père. En un mot, c'est ça. L'humanité tout entière a vocation à agir de façon collective et d'une intelligence collective pour la préservation de cette planète qui nous est commune. Je conclue. Tout ce que nous venons de dire, et peut-être ce que nous n'avons pas pu dire, ce n'est pas grave, tend à un certain nombre de choses que nous pouvons résumer en 3 points, très rapidement. Premièrement, la vision africaine du monde que nous sommes en train de suggérer. Nous avons dit dès le départ, nous n'avons aucune prétention de détenir une quelconque parole irréfutable, comme Desmond Tutu le dit lui-même dans le fameux « Il n'y a pas d'avenir sans pardon ». On peut penser que ce qu'on veut en penser. Desmond Tutu dit, en dépit des limites de ce que nous avons proposé au travers du principe Ubuntu, en dépit des limites de ce que nous avons proposé au travers de la Commission Vérité et Réconciliation, qui n'ont aucune prétention à l'universalité, même si ça peut inspirer d'autres sociétés. On peut en penser ce qu'on veut, mais ce qui est sûr, l'Afrique du Sud a réussi seule, comme une nation adulte, sans interventions extérieures, sans l'intervention des Nations Unies, sans l'intervention de l'Union africaine, sans un seul casque bleu, sans une conférence internationale sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a réussi à jeter les bases d'une société nouvelle où tous les Sud-Africains de toute communauté trouveraient non seulement leur place, mais l'assurance qu'ils vivront dans une société juste, une société égalitaire.
Voilà ce que Desmond Tutu dit en conclusion. Desmond Tutu dit, nous n'avons pas la prétention de dire au monde ce qu'il doit faire, mais notre expérience a montré que nous sommes un peuple adulte, que nous sommes un peuple capable, nous sommes un peuple résilient, nous sommes un peuple où les uns peuvent pardonner aux autres et construire une nouvelle société, bâtir un nouveau pacte social. La vision africaine que nous essayons de suggérer en nous inspirant du modèle de l'Ubuntu doit consister à réconcilier l'homme avec sa propre humanité, à l'échelle du monde. Réconcilier l'homme avec son humanité. C'est toute la problématique des droits de l'homme, du respect de la dignité et de la valeur de la personne humaine, ce qui renvoie nécessairement aux valeurs et aux principes qui consacrent cette dignité, aux institutions qui garantissent le respect de ces principes et valeurs, que ces institutions soient nationales, régionales ou internationales. Deuxièmement, réconcilier l'homme avec ses semblables. C'est toute la problématique du vivre ensemble dans le respect de nos diversités complémentaires. Cela suppose, là encore, le respect de la diversité des cultures, des traditions, des peuples et des nations, le respect de la diversité des croyances spirituelles, religieuses ou autres. Je disais dans un papier que j'ai fait il y a quelques mois, et sans prétention, on peut dire que ces questions du vivre ensemble semblent se résumer tout simplement à une question qui se décline sous deux modalités. C'est-à-dire, la question qui se pose aujourd'hui à toutes nos sociétés, en Afrique, en Europe, dans le monde, la question qui se pose aujourd'hui, y compris au niveau mondial, dans le cadre des Nations Unies, la question qui préoccupe les auteurs que je viens de citer, Samuel Huntington, Moïse, etc., elle est simple. Comment pouvons-nous vivre ensemble avec nos différences complémentaires? Ça, c'est une approche optimiste. Maintenant, il y a une deuxième approche qui est pessimiste, c'est-à-dire, si on croit que les différences sont un facteur rédhibitoire pour le vivre ensemble, la question qui se pose, c'est comment pouvons-nous vivre ensemble malgré nos différences antagoniques? Comment pouvons-nous faire humanité ensemble malgré tout? C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Comment pouvons-nous faire humanité ensemble malgré tout? La relation à l'autre, différent de moi, mais avec qui je suis condamné à construire, à co-construire et à penser un avenir en commun. Troisièmement, réconcilier l'homme avec son environnement. C'est ce que nous avons essayé de dire. Il n'y a pas d'avenir sans pardon, Desmond Tutu le dit, il n'y a pas d'avenir sans une vision pour notre environnement commun, pour notre planète commune. Mais nous avons commencé par dire que le monde est marqué depuis toujours par des stratégies de domination. Des stratégies de domination. Ceux qui dominent doivent être rassurés. Et ceux qui s'apprêtent à prendre la place de ceux qui dominent doivent nous proposer une vision claire de la gouvernance du monde qu'ils s'apprêtent à diriger. C'est-à-dire, rassurer l'Occident aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, et ce n'est pas moi qui le constate, ce sont les spécialistes occidentaux même qui disent que l'Occident est habité par une émotion qui s'appelle la peur. Et la peur est mauvaise conseillère. Rassurer l'Occident de ses peurs. Grand remplacement, identité qui s'efface, etc. Ça relève parfois plus de l'imagination que de la réalité observable. Rassurer l'Occident de ses peurs. Mais cela suppose qu'il nous faut aussi réformer le système international, notamment le système onusien, pour un nouvel ordre international qui soit plus acceptable. Le monde change à un rythme accéléré, mais les structures de la gouvernance de ce monde sont les mêmes. Je ne peux, sans aller dans les détails, ne serait-ce que la composition des institutions des Nations Unies et notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies. Réformer ce système international pour le rendre plus acceptable et plus légitimé, c'est-à-dire plus inclusif. Réformer le système onusien. Troisième et dernière, pour finir, renforcer l'autorité des valeurs humanistes et universelles consacrées comme telles
par les peuples des Nations Unies, notamment dans la charte fondatrice ainsi que dans les instruments juridiques spécifiques. Et c'est justement par là où je voudrais terminer. Pourquoi une institution des Nations Unies dont la vocation, la raison d'être, le mandat porte sur la paix et la sécurité dans le monde, commence, la charte fondatrice de cette institution commence par une profession de foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine. La Charte des Nations Unies ne commence pas par des questions sécuritaires, elle ne commence pas par des questions de relations internationales. Elle commence par une proclamation de la foi des peuples des Nations Unies dès les dispositions préambulaires dans la dignité et la valeur de la personne humaine. Ce qui veut dire que les Nations Unies ont dès le départ pensé que pour une paix qui soit juste et durable, il faut non seulement des relations apaisées dans les relations internationales, entre États, entre acteurs internationaux, mais il faut aussi des relations à l'intérieur de ces États qui soient exactement les relations apaisées, basées sur le respect de tous ceux qui forment le pacte national dans ces États. Donc la paix proposée par les Nations Unies est une paix entre États et aussi une paix à l'intérieur des États. Je voudrais dire simplement que le principe Ubuntu a cette capacité de fédérer tous les humanistes en un seul principe, que le principe Ubuntu a cette capacité de proposer une approche qui n'est pas basée sur le « je pense dont je suis », sur la domination, sur la prédation, mais une approche de bienveillance et un humanisme de bienveillance. Je vous remercie.